là-dessus. Alors, la pathologie tendineuse, elle va toucher quoi? Moi, je ne vous ferai pas le CU ou l'EQ, je vous rappellerai ça le deuxième radial, qu'on appelle le CRB, et l'extenseur commun des doigts. Les autres tendons, comme le court supinateur, l'extrême propre du sec ou le cubital postérieur, sont rarement atteints. Pourquoi le CRB? Le CRB, il semble bien que la structure aponeurotique soit longue et qu'il y ait vraisemblablement un défaut de vascularisation au niveau du tendon. Et vous pouvez voir sur la pièce anatomique qui est due à Richard Ashval que ce tendon est extrêmement long et qu'il n'y a aucune vascularisation dans le début. Et comme il est soumis à des contraintes, on comprend aisément que ça puisse faire mal. La pathologie tendineuse, elle comporte quoi? Elle comporte des phénomènes nécrotiques, elle comporte des phénomènes de déchirure, des calcifications, quelquefois des désinsertions capsulaires, et enfin, cette néovascularisation dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, vous avez des phénomènes nécrotiques, là, une calcif. On va éliminer les pathologies articulaires, et les deux principales, c'est la frange synoviale intra-articulaire, comme vous pouvez le voir ici sur une vue endoscopique avec résection, ou sur un arthroscan que vous pouvez voir ici. Ou la pathologie nerveuse périphérique canalaire avec la compression du nerf antéro-subpostérieur dans l'arcade de Froese. Alors, quel va être le schéma? Quelle va être notre attitude? En gros, l'épicondylalgie latérale, c'est le tennis elbow. Donc, il faut exclure ce dont on a parlé. Et au départ, comme a dit Gilles, on va faire un traitement médical avec éventuellement les attelles, le travail excentrique, un certain nombre de choses. On réévalue vers 3 à 6 mois si persistance des symptômes. Et à ce moment-là, vont arriver le stade des injections. C'est un échec. Et un échec, à ce moment-là, on va passer soit à un traitement percutané, soit éventuellement à un traitement chirurgical. Mais là, on reste dans quelque chose qui va être extrêmement minime, étant donné que, comme on vient de vous le dire, que grosso modo, l'évolution spontanée des épicondylites se fait vers la guérison spontanée, simplement en vous mettant au repos. Le traitement percutané à l'aiguille, il y a eu une étude qui a été intéressante faite par Zhu et collaborateurs en 2008. C'était des infiltrations guidées sous écho sur 76 cas. Dans les calcifications avec une anesthésie locale, il y avait une perforation à l'aiguille, il y avait disparition des calcifications. Et comme l'avait noté Orkart dans le Sport Health en 2003, c'est que les injections dans les tendons, peu importe ce que vous piquiez, du moment que vous piquez, vous avez toujours les mêmes résultats. Ça nous rassure. On a vu arriver sur Internet ce petite chose-là que j'ai pas pu m'empêcher de vous rapporter, qu'il est des insertions par sonde à ultrasons. Vous avez qu'à aller sur ViewMedi et vous tapez le titre, et vous verrez un collègue américain vous faire une désinsertion des épicondyliens avec une sonde à ultrasons. Vous excitez pas sur ce sujet-là. On n'a pas la possibilité d'avoir cette sonde en Europe. Elle est réservée au marché américain pour l'instant. Et je ne sais même pas, étant donné la manière dont il décrit son histoire, si ça marche mieux qu'un simple travail en excentrique. Donc le traitement chirurgical, on y arrive. Le traitement chirurgical, il est exceptionnel. Exceptionnel de chez exceptionnel. C'est une désinsertion avec une ablation du tissu pathologique, un respect de la capsule articulaire. Et il y en a en gros deux qui ont été retenus, c'est le traitement percutané et le traitement arthroscopique. Le traitement percutané en mini-open, il a été introduit par Baumgart en 82, et puis ensuite les Troisier, avec Gilles qui, dès 93, en avait fait sa petite... elle l'avait utilisé. Il y a une réduction de la morbidité, mais le risque, c'est d'avoir un geste incomplet. Parce qu'il n'y a pas de visualisation de l'articulation et que vous n'avez pas obligatoirement au niveau du tendon, vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous avez envie de faire. Moyennant quoi, dans toutes les séries, vous avez en gros 9 cas sur 10 qui sont de bons et très bons résultats. Qu'est-ce qu'on fait? On va couper le tendon, on va sectionner les tendons au ras de la tâche et on va resséquer la lame ostéopériostée avec un respect de la capsule. La désinsertion arthroscopique, qui est plutôt notre sujet de la matinée, ça consiste en quoi? D'abord, il faut savoir qu'il y a une classification des tendons. Ou bien la capsule est intacte, ou elle a une lésion linéaire au niveau, c'est le stade 2, c'est la diapositive qui est ici, ou éventuellement vous avez une lésion complète de la capsule, comme vous voyez là, avec une déchirure qui montre qu'on est déjà en intra-articulaire. Et là,
vous allez voir, si la vidéo fonctionne, comment, avec le bistouri électrique, vous sectionnez la partie pathologique du tendon. Vous reconnaissez la main habile de Gilles Daubinet qui vous montre qu'on est bien dans le coude. Et vous avez une désinsertion et une section des tissus pathologiques avec un respect des formations au fond qui sont bien. Hop. Les résultats de ces études, Baker, dans l'American Journal, en 2008, m'ont fait une étude rétrospective sur 30 cas avec un suivi de 11 ans. Donc, qui vous montre quand même qu'en 11 ans, le type, il a opéré 30 malades. Donc, c'est quand même pas une indication fréquente. Il a 77% de très bons. En gros, il a pratiquement tous les malades sont améliorés. Il n'avait pas eu de complications. Une reprise de travail à 2 mois et demi. Et pas de reprise chirurgicale. Cohen, entre 2001 et 2008, merci. 15 interventions en chirurgie ouverte, 15 interventions arthroscopiques, 66% de douleur. Et il a une reprise sur la scopie à 35 jours, avec la chirurgie à 66 jours, pas eu de complications. Gilles, sur 70 cas en 10 ans ou 15 ans, donc c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de malades par an, sur un suivi de 1 à 5 ans, avec un âge moyen de 49 ans. Le côté dominant, 57 versus 13, un travailleur manuel, quelques accidents de travail qui viennent se filer là-dedans, des sportifs dans sa série avec du tennis essentiellement et du golf. Et il a des résultats qui sont très bons et bons dans 90% des cas. Il n'y a pas de mieux dans 6 cas. Il n'a jamais eu d'aggravation. Reprise des activités quotidiennes vers la 7e semaine, des activités de préhension fortes vers le 6e mois, reprise du tennis et du golf environ vers 6 mois. Les reprises du travail en accident de travail, 17 cas à 7 mois, 3 cas, pas de reprise. Bizarre. Reprise du travail dans les 47 cas à 1 mois et demi. Encore bizarre. En conclusion, l'épicondylalgie tendineuse, c'est un diagnostic aisé, mais ne pas négliger le diagnostic différentiel. C'est avant tout un traitement médical. Le traitement chirurgical reste exceptionnel, consiste actuellement, je le pense, en une section du tendon sous arthroscopie. C'est une chirurgie ambulatoire, certes, mais avec une courbe d'apprentissage au départ. Les résultats sont meilleurs qu'en chirurgie ouverte, la morbidité moindre, et en plus, ça permet une exploration globale de l'articulation et une reprise plus rapide des activités. Je vous remercie.